On va recevoir Lorraine, qui est UX UI designer. Donc elle va nous expliquer ce que c'est, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas. Et donc on accueille tout de suite Lorraine. Bonjour Lorraine, est-ce que tu nous vois, est-ce que tu nous entends, est-ce que tu vas bien? Parfaitement, ça va super. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Eh ben, on est ravis de te recevoir. Alors, on va commencer directement. UX UI designer, qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est des chiffres romains? Pas du tout. Du coup, Très bien. l'intitulé de mon métier, c'est User Experience User Interface Designer, ce qui veut dire qu'en D'accord. fait, je conçois des sites internet et des applications mobiles. Ok, donc c'est de l'anglais, c'est ça? Exactement, c'est de l'anglais. D'accord. Très bien. Donc pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est, comme elle l'a expliqué, UX, c'est l'expérience utilisateur, le X comme expérience, et UI, I c'est comme interface. Donc en fait, Lorraine, elle va nous expliquer, mais elle va créer du coup des interfaces pour les utilisateurs et pour qu'en fait ils puissent bien utiliser une application entre guillemets. On va rentrer dans le détail tout de suite pour avoir plus de détails justement, mais je vois que vous avez déjà peut-être des questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser, on y viendra pendant le live. On passe du coup à l'explication de Lorraine. Alors on va rentrer dans le détail, on va voir ce qu'elle fait au quotidien. Elle va nous expliquer tout ça. En quoi consiste ton métier? Yes, très bien. Donc, en quoi consiste mon métier? La première étape, c'est l'étape qui me tient le plus à cœur. Ça s'appelle que j'ai appelé améliorer. Donc, c'est améliorer le quotidien des utilisateurs puisqu'en fait, au tout début de tous les projets que je réalise, je vais à la rencontre des gens pour essayer de comprendre, quels sont leurs besoins, quels sont leurs points de douleur et voir comment moi, avec les sites internet et les applications que je vais créer, je vais pouvoir répondre à leurs problèmes. Donc ça, c'est le tout début de tous les projets que je. Ensuite, j'ai toute une partie d'invention, donc essayer de créer des expériences digitales uniques et vraiment différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre sur le web. Ensuite, il y a une partie d'accompagnement de mes clients. Donc, généralement, j'ai des clients qui font appel à moi. Ça peut être, des clients comme une mairie ou bien, EDF, voilà, pour vous donner un peu une ampleur de qui peut faire appel à moi. Et donc du coup, je vais, leur, expliquer en quoi consiste le design, les accompagner dans différentes méthodes et faire en sorte de concevoir leur site internet ou leur application ensemble. Et une grosse partie de mon quotidien, c'est de me remettre en question. Une fois que j'ai conçu mes interfaces, je vais toujours à la rencontre des utilisateurs que j'ai vus au tout début pour pouvoir leur soumettre et vérifier si ça répond bien à leurs besoins et si c'est bon, ça roule et sinon, réadapter le travail que j'ai pu faire. Ok, top. Pour moi c'est très clair. Est-ce que c'est très clair pour vous aussi? N'hésitez pas si vous avez des questions, des petites remarques. On va revenir point par point, comme ça on aura tous les détails qu'il faut. Et puis si vous avez des questions, on pourra les poser en même temps. Donc on va recommencer avec améliorer. À ce moment-là, tu te demandes qu'est-ce que l'utilisateur a besoin comment dire, euh, tu vas lui créer un peu une interface sur mesure, c'est ça? Exactement, donc en fait, je vais essayer de questionner qui il est, souvent quel est son métier, qu'est-ce qu'il fait dans une journée, essayer de comprendre, là vraiment où ça pose des soucis, où moi je vais pouvoir concevoir quelque chose de nouveau pour pouvoir l'aider et souvent je découvre des problèmes dont lui est pas tout à fait conscient non plus. Donc voilà, je vais vraiment à la rencontre des gens, je leur pose des questions, j'essaye de enfin quand je peux pouvoir être auprès d'eux le temps d'une journée, observer leur comportement, voilà à peu Donc c'est près. plutôt toi qui fais la démarche d'aller vers eux plutôt que eux qui font une demande? En fait, ça peut venir un peu dans les 2 sens. Parfois, c'est eux qui ont tellement de problèmes qu'ils vont le remonter à leur entreprise et donc du coup, c'est l'entreprise qui va faire appel à nous et parfois, c'est nous qui faisons la démarche de dire: «Bah, on a besoin d'aller rencontrer les personnes pour pouvoir, concevoir quelque chose qui leur correspond vraiment». Ok, très bien. Ensuite, deuxième étape, est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'attends vos petits messages dans le chat. Deuxième étape, du coup, inventer. Donc, tu dis que tu veux faire des expériences vraiment uniques, mais est-ce que toutes les applications ne se ressemblent pas? Du coup, tu vas peut-être trouver. Enfin, comment tu innoves à ce niveau-là? Parce qu'il y a énormément d'applications, énormément de sites différents. Donc, on a l'impression qu'on a un peu tout fait comme en musique. Comment réinventer la musique? Bah là, du coup, comment réinventer justement une expérience utilisateur? Je trouve que c'est unique dans le sens où ça répond vraiment aux besoins de l'utilisateur et c'est ça qui fait que c'est différent, que ça va pas ressembler à toutes les applications qu'on connaît. Pour moi, c'est innovant à partir du moment où ça répond vraiment aux besoins et ça dépasse même les attentes que l'utilisateur va avoir.
Donc du coup, comment on fait? On s'inspire de ce qui est existant et on s'inspire de d'autres domaines qui n'ont rien à voir souvent avec, le domaine sur lequel on travaille pour pouvoir enrichir les expériences justement et apporter, des nouvelles solutions, essayer de réfléchir tous ensemble lors d'exercices, de cohésion et du coup de collaboration pour, avoir de nouvelles idées et sortir un peu du cadre préétabli où on nous attend. Ok, donc tu vas faire de la personnalisation à fond. Mais du coup, tu travailles en équipe, vu que tu viens de dire on cherche ensemble. T'es en équipe ou t'es toute seule? Exactement, donc je suis quasiment tout le temps en équipe. Parfois je suis la seule designer, parfois on est plusieurs, mais je suis toujours en équipe avec, les clients, avec des chefs de projet, des développeurs, donc on a toujours plusieurs cerveaux pour réfléchir ensemble. Ok, très bien. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Ok, et ensuite on passe à accompagner. Donc là, on va dire qu'on a trouvé un peu les besoins des clients, enfin des utilisateurs. Ensuite, on a inventé notre solution miracle qui va leur correspondre et qui est personnalisée. Et on les accompagne, c'est-à-dire qu'on va leur donner un petit guide, comment utiliser cette interface, comment utiliser le site, l'application, c'est ça? Exactement, donc moi je vais porter la voix des utilisateurs que j'ai rencontrés auprès du client pour leur dire: «Voilà ce dont les utilisateurs ont vraiment besoin, voilà la solution qu'on est en train de concevoir». On enrichit ensemble et l'idée c'est de pouvoir leur donner tout le site internet et l'application clé en main pour que le lendemain, ils puissent le propulser auprès de ses utilisateurs et donc parfois ça passe par accompagner au changement puisque on a des bouleversements dans certains métiers. On peut avoir des métiers qui se digitalisent, donc qui étaient parfois, que sur papier qui passent sur ordinateur, des changements de comportement et donc c'est pouvoir, accompagner les utilisateurs à ce changement. Ok, parfait. Et une fois qu'on a livré cette application, ils commencent à l'utiliser. Et combien de temps après tu te remets en question? Est-ce que c'est le lendemain? Est-ce que c'est un mois plus tard? Donc ça peut être avant même qu'ils commencent à l'utiliser. Parfois, on a des utilisateurs ambassadeurs qui, avant que la solution soit livrée et offerte à tout le monde, ont le privilège de pouvoir tester, en premier les produits et donc du coup, ça nous permet d'améliorer avant de le lancer au grand jour et parfois, on le lance au grand jour. Ensuite, on attend quelque temps d'avoir des retours, on mène des enquêtes, on fait des sondages pour voir comment ça se déroule et une fois qu'on a récolté toutes les informations, on va pouvoir améliorer et sortir une deuxième version du produit. D'accord. Est-ce que, peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est ça les versions bêta? C'est avant qu'elles sortent, c'est des tests? Exactement, donc nous, ça peut s'appeler version bêta, ça peut s'appeler prototype, il y a plusieurs, dénominations et donc du coup, c'est test avant de le mettre à la lumière de tous. Alors, très bien. Pour moi, c'est très clair. J'espère que c'est très clair pour vous aussi, que vous arrivez à prendre des petites notes. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas encore une fois à poser les questions et on peut y revenir pendant le live. On va passer à la suite. Je vois que vous arrivez à prendre en note. On a Samy dans le chat qui nous donne, Samy MyFuture, qui nous donne les petits messages, des petites notes que vous pouvez faire. On a Thomas aussi. Donc n'hésitez pas à regarder leurs messages. En tout cas, dès qu'il y a MyFuture, faut écouter. On passe à la suite. Un aperçu de ton quotidien. Donc on a quelques photos. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit? Oui, j'ai mis des photos de d'à quoi ressemblent mes journées. Donc, on voit des photos avec mes collègues. On est une grande équipe, très jeune, du coup, créatif et souvent on se donne à plein de jeux dans les bureaux. C'est ça aussi dessiner ensemble, voir comment on pourrait agencer les informations, comment on pourrait faire en sorte que ce soit pertinent pour les utilisateurs, essayer d'inventer de nouveaux usages, de nouveaux produits. Donc là, on voit un petit peu des exercices à la fois en digital et des exercices en physique avec, tous nos post-it où on essaye vraiment de réinventer l'expérience des utilisateurs quand on arrive à se voir tous ensemble. Et je passe beaucoup de temps en visio à échanger avec, des personnes. Donc là, on peut voir, des personnes avec qui j'ai fait un atelier pour, inventer, une l'expérience dans une nouvelle ville. Là, sinon, des collègues pour des moments où on prend du temps pour rire et prendre du recul sur le travail qu'on fait. Donc vraiment, j'ai un quotidien plein de rebondissements, je rencontre beaucoup de monde et j'ai besoin d'être, très créative. Donc du coup, il y a beaucoup de temps de recherche, d'exploration, de dessin, voilà à peu près à quoi ressemble mon quotidien. Bien. Et je vois plein de post-it. C'était ça ton atelier? C'est ça dont tu parlais? Exactement. Je passe beaucoup de temps en atelier, avec des utilisateurs, avec des clients, avec mes collègues pour essayer de trouver des idées et donc du coup, oui, il y a souvent beaucoup d'idées sur des post-it. Et on voit aussi plein de petits schémas. À quoi ça correspond? C'est concrètement ton travail, ça? Exactement, donc là, les petits schémas qu'on voit, c'est, un peu des pistes des tout débuts de pistes d'application.
Donc pour essayer de voir, là pour le coup c'était, essayer d'améliorer le quotidien à la ferme pour que, on puisse avoir des vaches qui sont en super bonne santé. Comment on fait pour arriver à ce résultat-là? Comment on fait pour déterminer quels sont les bons compléments alimentaires pour ces vaches? Donc j'ai vraiment des sujets très variés, hein, dans mon quotidien et donc là on voit un peu des schémas d'application sur lesquels on était en train de réfléchir pour arriver à ce résultat et faire en sorte que ce soit lisible, que ce soit simple d'utilisation, que sur la ferme, quand on a des gants, on puisse cliquer quand même sur le téléphone, que les boutons soient assez grands. Donc c'est des recherches qu'on fait, voilà, que je fais des propositions parfois seule, parfois qu'on construit avec, le client. Eh ben, ça a l'air intéressant comme métier apparemment. Dans le chat, on nous dit ça, Lily. Eh ben merci, j'espère que c'est intéressant pour toi. On Ça va passer à l'aiderait. la suite. On va s'intéresser aussi à comment t'es venu l'idée de faire ce métier et comment t'es arrivé à ce métier. Donc avec ton parcours, on va commencer avec tes études jusqu'à aujourd'hui. Donc je te laisse prendre la main et nous parler déjà de ton bac. Yes. Alors j'ai fait un bac STD2A, qui est un bac d'art appliqué. Je me suis un peu lancée là-dedans par hasard en suivant des copines sans trop savoir ce qu'il y avait derrière. Je savais que j'aimais bien dessiner, mais que j'étais vraiment nulle en dessin et au final, je me suis retrouvée dans une filiale où il y avait énormément de dessins, où j'ai pu beaucoup monter en compétences et où je me suis dit: «C'est un peu la panique parce que le design, ça a l'air d'être un petit milieu, je connais personne dans ce domaine-ci». Et je savais pas trop où aller, donc ce que j'ai fait, c'est qu'après mon bac, je me suis orientée vers une année de prépa. Donc c'est une prépa ENS Cachan pour devenir prof en design, puisque c'est ce que j'avais vraiment envie de faire dans l'idée et au final, je me suis rendu compte de toute la Pour qui savent pas difficulté qu'il allait avoir peut-être, derrière prof. juste ENS, c'est Oui, École Normale Supérieure, c'est bien ça? exactement, Donc tu as fait École une classe normale supérieure Cachan. préparatoire pour cette école. Tout à fait. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller sur quelque chose d'un peu plus technique, un peu plus opérationnel, donc j'ai fait un BTS DCEV, donc c'est Design, Communication, Espace et Volume. C'est un BTS qui consiste à faire, des stands, des packaging, un peu de design d'architecture d'intérieur et donc du coup ça m'a beaucoup intéressée et c'est pour ça que j'ai enchaîné avec un stage en design d'événementiel. Donc j'allais sur des grands salons, comme le salon de l'automobile pour faire des stands pour Renault, des choses comme ça et à l'issue de ce BTS, je me suis orientée vers mon premier master, donc un diplôme supérieur en arts appliqués, où j'ai continué dans l'événementiel et c'était espace événementiel et médiation culturelle. Donc moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est de pouvoir travailler dans les musées, pouvoir faire, des scénographies pour les musées, donc des mises en scène, pour les théâtres, les opéras, donc c'est le milieu culturel me plaisait beaucoup et un peu par hasard, j'ai fait un stage à la fin de mes études en incubateur de start-up. Donc où j'étais un peu un designer qui intervenait pour accompagner les startups, pour monter des projets transverses, faire grandir la communauté de cet incubateur et ça m'a beaucoup plu et je me suis Un rendu compte incubateur de start-up peut-être oui. pour ceux qui nous... Donc un incubateur de start-up, c'est, des personnes qui ont des projets, qui souhaitent monter des entreprises et qui sont accompagnées par, tout un nombre de professionnels qui sont mis à leur disposition comme des coachs pour qu'ils puissent mener à bien leur projet et ensuite, monter leur entreprise et faire en sorte qu'une fois qu'ils sont, confortables, ils prennent leur envol et ils se lancent, sur le marché de l'entreprise. Donc c'est le tout début en fait de monter cette boîte. Ok, très bien. Et donc toi, tu as fait un stage de combien de temps dans cet J'ai fait un incubateur? stage de 6 mois. Ok. Et donc là, j'ai appris à découvrir tout ce qui était, méthode de design thinking, mener des ateliers ensemble, essayer de réfléchir et innover et je me suis dit: «Tiens, c'est un domaine que je connais pas du tout et qui m'intéresse». Sauf que j'avais pas trop la sécurité de pouvoir trouver un travail dans ce domaine-là, je connaissais vraiment encore une fois personne. C'était, de nouveau réinventer mon métier donc je me suis dit: «Je vais essayer de faire un master qui va un peu dans ce sens-là pour me donner une légitimité et avoir, quelque chose sur mon CV qui me permette de pouvoir m'ouvrir les portes de plus de grandes entreprises». Du coup, j'ai fait un master en design à la Sorbonne et à l'Institut des métiers d'excellence LVMH, donc Louis Vuitton Met Hennessy et donc j'ai commencé une année d'alternance chez, LVMH dans une maison qui s'appelait Chomet, une maison de haute joaillerie où j'ai pu mettre à profit mes expériences, de mon BTS, de mon master. J'ai fait, des vitrines, du packaging, de l'architecture d'intérieur. J'ai fait plein de choses différentes dans cette entreprise et j'ai été plus ou moins orientée vers une proposition de poste pour partir aux États-Unis après ça, où j'ai Pendant tout fait, ton master que tu as fait ton alternance? exactement, j'ai fait mon master 2 en alternance
du coup, dans le groupe, Louis Vuitton. C'est comment l'alternance à ce niveau-là, au niveau des horaires? Le rythme d'alternance, du coup, c'était 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Et du coup, les horaires, c'était plutôt des horaires classiques, de bureau, donc 9h30, 17h30. C'est un rythme un peu soutenu puisque du coup, quand on rentre, du travail, il faut qu'on puisse, s'atteler aux devoirs, aux projets. Moi, j'avais plein de projets à côté. J'avais monté une petite entreprise avec des amis, donc on essayait de faire ça à côté, en plus du travail et en plus des cours. Donc c'était, un sacré rythme, mais très enrichissant. D'accord, très bien. Et donc, on t'a proposé un poste aux États-Unis. Comment c'est venu? Exactement. C'était avec cette alternance? Donc, c'était avec cette alternance, j'ai appris à connaître les RH de mon entreprise et elles m'ont fait part d'une opportunité qu'il y avait sur un poste, chez Dior et donc du coup, pour un volontariat international d'expérience. Donc en fait, c'est 1 année ou 1 année et demie avant qu'on ait 25 ans, 27 ans, qui nous permet de partir à l'étranger et d'avoir un visa pour travailler. Donc c'est ce que j'ai eu et je suis partie à Miami pour travailler chez Dior pendant 1 an. Pas mal. Où j'ai été designer. Oui, c'était très chouette et donc du coup, j'étais designer et on s'occupait des boutiques en aéroport et sur les bateaux, donc 700 un peu plus de 700 boutiques au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Et donc là, c'était quoi comme poste? Est-ce que tu étais salarié? Est-ce que tu étais en Oui, stage? tout à fait, j'étais salariée, salariée pour le coup, salariée en France, mais du coup avec, c'est un système un peu particulier avec des indemnités de salaire et c'est calculé par rapport à l'endroit où on va, au coût de la vie là-bas. Donc du coup, on a un salaire qui répond vraiment au coût de la vie aux États-Unis, qui nous permet d'avoir un quotidien très confortable. D'accord, très bien. Et après ça, je suis rentrée en France et j'avais un peu oublié, tout ce qui était, design thinking, les post-it, l'innovation. J'avais plus trop de digital dans mon travail aux États-Unis et je me suis dit: «Non, mais je vais pas lâcher l'affaire, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire». Donc je me suis un peu formée quand j'étais aux États-Unis, moi-même, en suivant des cours en ligne, en essayant de faire des projets de mon côté, puisque j'avais pas mal de temps libre les week-ends et quand je suis rentrée, du coup, j'ai trouvé le poste, UX, UI designer au sein de Orange Business Services et ça fait maintenant 2 ans que je suis, dans l'équipe. Très bien. Et pourquoi tu nous as mis chef d'orchestre? En quoi ça correspond à ton métier? Donc là, c'est le métier que je vais bientôt occuper, le métier de lead designer. Donc je vais être, un peu chef d'orchestre de l'équipe. C'est je j'ai évolué sur ce poste-ci pour, pouvoir organiser les membres de l'équipe de design, les accompagner, faire en sorte que quand il y a des personnes qui arrivent dans l'équipe qui ont un peu moins de connaissances, je puisse les aider à monter en compétences, les accompagner auprès des clients quand il y a des soucis, voilà à quoi ça ressemble un quotidien de chef d'orchestre et puis aussi travailler avec les équipes de production, les développeurs, les chefs de projet, entretenir un rôle de proximité avec tout le monde, les commerciaux, voilà que être un peu identifié au sein de l'entreprise pour être la référente design. Et donc ce changement de poste, enfin cette évolution, c'est une proposition qu'on t'a faite ou c'est toi qui as fait les démarches? C'est une envie de ta part? Ça s'est fait de manière un peu naturelle. C'est une posture que j'ai pris du coup, lors des 2 années qui viennent de s'écouler. Au début, quand je suis arrivée dans mon équipe, je crois qu'on était 4 ou 5 et maintenant on est 13 dans l'équipe de design et dans l'équipe élargie, on est, quasiment une trentaine. Donc en fait, il fallait quelqu'un pour essayer de faire, de la montée en compétence des personnes qui venaient d'arriver, de faire en sorte qu'elles se sentent bien dans l'entreprise, qu'elles comprennent quels sont les processus, les choses à faire, la dimension, ressources humaines, qu'elles se sentent bien intégrées. Donc du coup, j'ai porté ce rôle de manière un peu naturelle. On a eu le confinement qui nous a un peu chamboulés dans nos organisations et où j'ai proposé pas mal d'idées et naturellement, à l'issue du confinement, du coup, j'ai continué ce rôle-ci et au fur et à mesure, le poste s'est construit et du coup, on s'est mis d'accord pour que je puisse avoir, ce nouvel intitulé. Ok, parfait. On a une petite question dans le chat qui est intéressante, qui parle de tes études. C'est Cameron qui nous demande si les études que tu as faites sont essentielles, sont nécessaires pour faire ton métier. Alors, pas forcément les études que j'ai faites, puisque j'ai eu un parcours, qui partait un peu dans tous les sens et quand je regarde dans l'équipe dans laquelle on se trouve, actuellement, on a tous des parcours très différents. Donc il y en a qui ont fait du design, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout fait de design, il y en a qui ont fait des écoles de digital et qui après ont essayé de faire des spécialisations
plutôt, avec des petites formations dans le design. Il y en a qui ont fait du graphisme. On vient vraiment d'horizons très variés. Certains ont fait de l'ergonomie pure à l'université et parfois il y a des réorientations aussi. Dans notre équipe, il y a quelqu'un qui s'est réorienté et qui a choisi d'être designer, 10 ans après avoir, commencé le début de sa carrière. D'accord. Donc, c'est pas obligatoire et on peut se réorienter. Voilà. Exactement et il y a beaucoup d'écoles différentes qui proposent de nouvelles formations qui permettent d'arriver à mon métier. Je vois qu'on a pas mal de questions dans le chat sur les avantages, les inconvénients, les plus et les moins. Il y a Léna, il y a Bastien, le salaire, tout ça. Toutes ces questions-là, on va les poser juste après à Lorraine. Mais juste avant, on a un petit quiz comme ça pour voir si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant. Ça va prendre quelques questions, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Ah non, il y en a 5, voilà. Il y en a 5. Donc je vais le lancer et ça vous permet de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire au quiz. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Et on va voir si vous avez suivi jusqu'à maintenant. Et si vous n'avez pas suivi, ben, c'est le moment de se réveiller. Voilà. Donc, je vous laisse vous inscrire. Ok, parfait. 60 personnes déjà. 70. Je vous laisse quelques secondes. Après, on lance ça. Puis après, on passera à toutes les questions que vous avez posées dans le chat. Toutes les questions que je n'ai pas reposées à Lorraine volontairement parce que c'est la petite slide d'après. C'est justement ce petit moment où on pose toutes les questions à Lorraine. Donc, voilà. On va laisser encore quelques secondes. On est une centaine là. Allez, je lance dans 3 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. Lorraine travaille chez Free, SFR, Orange ou Bouygues. Bon, là-dessus, je crois qu'on n'a pas trop de doutes. On a toutes les réponses, on a du 100%. Ah, Bravo. Ah non, on a 99%. On a 1%, donc on a sûrement une personne ou deux qui ont répondu Bouygues. Pourquoi pas, après tout. Dommage. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. C'était Orange. On passe à la question d'après. Le métier de Lorraine est... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a infographiste, on a web développeur, on a UX, UI designer. J'espère que vous avez suivi. Ok, on a une grande majorité qui se dessine. Bon, ça va. 97% qui ont la bonne réponse. c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on va pas se plaindre. C'était UX, UI designer. C'est ça. Bravo. On va passer à la question suivante. Elle travaille la plupart du temps seule ou en équipe? Je vous laisse répondre. C'est la troisième question. Toujours une grande majorité qui trouve la bonne réponse dès le début. C'est très bien. Je suis assez satisfait. Ça veut dire que vous avez été attentif. On a 93% qui dit en équipe, 7% qui dit seul. On va dire que la plupart du temps, elle travaille en équipe, comme elle nous l'a dit, mais ça arrive qu'elle puisse travailler seule. Donc, vous n'avez pas totalement tort, les 7%. Voilà, Exactement. je vous sauve. On passe à la dernière question. Non, non, avant-dernière question. Avant-dernière question, c'est Lorraine a travaillé à l'étranger. Dans quel pays? On vient de le voir juste avant. J'espère que vous avez suivi. En Suisse, en Allemagne, aux États-Unis ou en Russie? Ah, on a un peu de Suisse qui arrive. Bah tiens. 90% pour l'instant qui ont la bonne réponse. 90% pour les États-Unis. Ah, 86% pour les États-Unis. 9% pour la Suisse. T'avais envie d'aller Ah, en Suisse, Lorraine? c'est peut-être une idée, hein? C'est une idée, voilà. On te suggère d'aller en Suisse apparemment. C'était les États-Unis. Désolé pour ceux qui ont mal répondu. Mais bon, 86% c'est quand même une grosse majorité. On passe à la dernière question, qui est un petit peu plus technique. Elle a fait un master. Lequel? Un master en stratégie design, un master d'art ou un master d'informatique? Là, c'est un peu plus technique. C'est C'est la plus dernière question. difficile. Fallait que ce soit compliqué. Vous avez encore quelques secondes. Bon, même si c'est compliqué, vous vous en sortez très bien. On a 75% qui répond la bonne réponse. Master en stratégie design. Master d'art, 22%. Ça aurait pu. Ça aurait Elle a pu, dit hein? qu'elle avait fait de l'art. Donc voilà, c'est une petite question piège quand même. Donc bravo quand même à tous ceux qui ont répondu. Et puis voilà, vous avez votre score, vous avez votre classement. Je sais que vous aimez bien ça.
Donc vous pouvez regarder ça quelques secondes. Le temps qu'on passe à la suite, donc on a Erdem, bravo, qui est premier. Anton, Maël, Bravo! Océane, Apolline, Guillaume. Je vois que vous suivez tous. Très très bien. On va finir ce quiz. Hop. Et on va passer à la suite. La carte d'identité, donc c'est le moment. Posez toutes vos questions. Donc on va commencer du coup avec la question qui revenait tellement de fois. Les plus et les moins, les avantages, les inconvénients. Donc Lorraine, qu'est-ce que tu penses de ton métier de façon objective? Les avantages, les inconvénients. Est-ce que tu trouves des inconvénients? Alors je Dis-nous tout. dirais le plus, c'est qu'il y a pas un jour qui se ressemble, donc je m'ennuie très peu. Je suis menée à faire plein de choses différentes, les projets sont très variés et je découvre beaucoup de métiers et beaucoup de rencontres de personnes, donc ça pour moi c'est vraiment un plus et les moins, je dirais que c'était un moins avant, mais ça l'est plus du tout maintenant, c'est qu'il faut pas avoir peur de se remettre en question et de ne pas être susceptible parce qu'en fait, on va créer des choses qui vont sortir de notre esprit et qu'on va mettre aux yeux de tous et forcément, c'est des choses qui sont un peu subjectives. C'est un peu comme la philosophie, l'art, tout le monde peut donner son avis sur ce qu'on crée et il faut pas avoir peur de, bah, du coup, de prendre des critiques et d'essayer de prendre sur soi et d'écouter ce qu'il y a de constructif et d'améliorer, du coup, son travail. Donc ça, c'est venu, assez tôt avec les études de design puisqu'en fait, on se fait beaucoup casser, quand on est, étudiant en design sur nos productions. C'est pour nous préparer à la vie professionnelle où, bah, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce qu'on produit. Mais maintenant, je suis très confortable avec ça, il y a pas de problème. D'accord. D'accord. Très bien. Bon, c'est un avantage, c'est un inconvénient, c'est personnel après. On a Bastien qui te demande du coup, est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que j'aime mon métier? Oui, c'est ça. Ah oui, Est-ce que tu aimes ton j'adore métier? mon métier. J'adore mon métier puisque, en fait, j'arrive à sentir à la fin des projets que je fais, que j'ai été utile pour les personnes avec qui, enfin, pour lesquelles j'ai fait ces choses donc j'adore mon métier pour ça. On a une autre question, c'est le salaire. Alors, est-ce que tu peux nous donner peut-être une grille de salaire, je sais pas, une fourchette, quand on débute peut-être, parce que ça intéresse les jeunes, quand tu débutes dans ton métier, et puis peut-être en fin de carrière, ce que tu peux prétendre. Après, peut-être que ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre, d'un poste à l'autre. Exactement. Ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre, de l'expérience qu'on a, bon, comme on l'a dit, sur une fourchette. Donc moi, j'ai une fourchette, quand même un peu différente parce que j'ai quand même vraiment débuté mon métier quand je suis revenue des États-Unis et il faut dire qu'aux États-Unis, on a un salaire qui est très important. Donc forcément, moi, quand je suis rentrée, je me suis quand même pris une petite claque. Je dirais que si on est sur une fourchette, on commence à 35 000 en début de carrière, en sortant de l'école à peu près. Ça commence à être de plus en plus élevé puisque je vois qu'avec les années, les sorties d'école se font de plus en plus hautes au niveau de la fourchette de salaire. Donc vous, quand vous sortirez de votre diplôme, ce sera peut-être beaucoup plus haut que ces 35 000. Mais entre 35 000 et en fin de carrière, ça peut monter jusqu'à, 70 000 € l'année, 80 000 € l'année. Ça dépend un peu des responsabilités aussi, si, il y a du management d'une équipe, si on passe directeur du design d'une entreprise, ça dépend vraiment du métier qui est occupé. Bon, vous avez une grande fourchette, vous avez un peu une idée. On a Ça passe du Kélia, on simple au a... double, hein, quand même. Ouais, quand même. Mais ça varie beaucoup, voilà, c'est comme ça, c'est pas figé, il n'y a pas un salaire qui est défini de départ. Donc on a Exactement. Kélia, on a Bonheur aussi qui nous demande est-ce que c'est une passion? Donc ça revient aussi à la question est-ce que c'est juste un gagne-pain? Donc c'est ton travail pour avoir de l'argent, ou est-ce que c'est une passion, réelle passion? Je pense que c'est une réelle passion, parce que le design, ça a vraiment été une discipline de fond, que j'adore. J'adore essayer de trouver de nouvelles idées, essayer de me dépasser, donc pour moi, c'est vraiment une passion. J'arrive le matin au travail, je suis super contente. On a Raphaël qui nous demande par rapport aux horaires, est-ce que c'est un métier qui empiète sur ta vie privée, ou est-ce que ça va, c'est raisonnable, c'est équilibré au niveau temps? Pour moi, c'est équilibré. Après, je pense que ça dépend vraiment du niveau d'investissement. Ça dépend d'un designer à un autre, du temps qu'on a besoin pour créer. Parfois, il y a des designers qui ont besoin d'avoir beaucoup de temps libre, par exemple le matin, puis après concevoir toute l'après-midi jusqu'à la nuit. Moi, c'est vraiment très équilibré. Je vais commencer ma journée aux alentours de 9h, 9h30 et puis, il y a des jours où je vais pouvoir terminer à 17h30 et des jours où je vais devoir terminer à 19h, mais on s'y retrouve vraiment, ça n'empiète pas du tout sur, ma vie de tous les jours. On sait qu'on n'est pas du tout chirurgien cardiaque, donc quand la journée est terminée et qu'on n'a pas terminé quelque chose, on va pouvoir le remettre, à la journée suivante, sauf s'il y a vraiment des besoins très urgents. Mais on sait qu'on a cet équilibre-là entre la vie professionnelle et la vie personnelle et toutes nos passions et nos envies à côté. Très bien.
Ok, bah merci de répondre à toutes ces questions. Il y en a plein, plein, plein. Erdem, évidemment, c'est 35 000 € par an. Voilà, c'est Oui, pas pas par par mois. mois, hein. Ah Ça bah oui, ce serait, serait bien, mais non. ça serait bien, mais voilà. On a quoi d'autre? On a Lil Wen qui nous demande, faut-il apprendre les maths? Je suis pas la meilleure, pour répondre à cette question parce que j'ai jamais été très douée en maths et dans les études supérieures de design, généralement, il y a quasiment plus de cours de maths, si ce n'est peut-être 1 heure par semaine donc du coup, je m'en sortais plutôt pas mal et c'est un peu pour ça que j'ai choisi aussi, le côté, bac, STI à appliquer parce que je savais qu'il y avait beaucoup moins de maths que dans les autres filières. Étrangère, donc du coup tu es parti aux États-Unis, j'imagine qu'il fallait parler l'anglais. Est-ce que tu dois parler des langues étrangères maintenant, actuellement? Oui, l'anglais, j'ai souvent des projets en anglais avec des clients qui sont internationaux qui, eux, ne parlent pas français. Donc du coup, ça m'arrive, projet en anglais. Je parle espagnol, mais j'ai pas eu de projet en espagnol jusqu'à maintenant. Et c'est D'accord. vrai que ça devient de plus en plus important l'anglais, ne serait-ce que travailler avec des développeurs qui sont pas en France, avoir des clients qui viennent de pays différents pour pouvoir, échanger avec, des gens du monde entier. C'est quand même plus pratique de parler anglais et du coup, de bien s'investir de ce côté-là et c'est pour ça que j'étais partie aux États-Unis pour être vraiment sûre de moi sur cette capacité-là. Ok, bon, faut quand même avoir des facilités dans les autres langues, ça aide. On a des questions aussi sur tes horaires. Alors on a des questions de Noé. Est-ce que tu as les mêmes horaires tout le temps? Est-ce que tu as des horaires minimum? Est-ce que tu as le temps de manger à midi? Il y a plein de questions sur ton organisation. Donc chacun s'organise un peu comme il le souhaite. On a des horaires minimums puisqu'on a un contrat qui est fixé avec un nombre d'heures, donc c'est 37 heures par semaine. À partir de ça, on a des plages horaires qui nous sont plus ou moins imposées, mais qui sont quand même assez larges. Donc je crois que la plage horaire du matin, c'est quelque chose comme, 11 heures, 10 heures, 11 heures. Donc en fait, on peut travailler avant comme on peut travailler après, mais il faut juste qu'entre 10 et 11, on soit en train de travailler. Et pareil l'après-midi entre 14 et 16, mais on peut vraiment avoir des horaires décalés si on le souhaite. Il y a des designers au sein de mon équipe qui commencent leur journée de travail à 10 heures et d'autres qui commencent à 8 heures. Moi, je suis plutôt l'entre-deux à commencer à 9 heures puisque c'est ce qui m'est confortable. Et après, le soir, parfois, j'ai un regain d'énergie en fin de journée. Donc, parfois, vers 14 heures, j'essaye de faire plutôt quelque chose de recherche, un peu trouver des idées sur Internet. Et je me rends compte qu'à 18h30, tout de suite, j'ai une idée. Donc, je vais prendre mon carnet, mon stylo, dessiner des choses et pour me préparer à la journée du lendemain. J'ai toujours le temps de manger le midi, puisque c'est primordial pour nous. C'est vraiment un moment de convivialité, que ce soit quand je suis seule chez moi en télétravail ou bien quand je suis ici, avec l'équipe, on prend toujours du temps pour déjeuner. Bon, voilà, c'est important de manger et de prendre le temps Ah de oui. manger. Dernière petite question, après on passe à la suite, il y a beaucoup de questions. Alors Bastien qui nous demande, vous prenez quel transport pour vous déplacer, mais on va demander aussi, est-ce que tu te déplaces, est-ce que tu as des déplacements professionnels, est-ce que tu télétravailles, est-ce que tu travailles en bureau? Voilà, toutes ces questions-là. Donc jusqu'à maintenant, j'avais la chance de pouvoir venir à pied au bureau. Je faisais entre 45 et 50 minutes pour venir à l'aller et pareil au retour. J'ai déménagé et donc je prends un peu plus de temps. Je dois faire, bus, puis tram et parfois ça marche pas donc parfois train, enfin bon, la galère du quotidien et j'ai de la chance d'avoir du télétravail donc je ne travaille pas à 100 là sur site. Je suis, au bureau 2 jours par semaine et les 3 autres jours, je peux travailler de chez moi. Je peux quand même venir au bureau si je le souhaite, mais ça, c'est mon contrat du coup, 3 jours chez moi et 2 jours au travail et il m'arrive d'avoir des déplacements professionnels pour, des clients du coup, pour aller me rendre dans leur bureau, pour aller rencontrer des utilisateurs. Donc ça m'arrive, pas tout le temps, mais ça peut m'arriver 1 à 2 fois par mois. Je peux me rendre, principalement en France, donc souvent dans l'ouest de la France, à Brest, à Nantes, voilà, c'est ou dans le nord à Lille, j'ai des déplacements parfois sur le temps d'une journée. Parfois sur le temps de 2, 3, 4 jours, ça dépend un peu des besoins. Ok, parfait, t'as répondu aux questions, ça fait du bien, ça fait du sport, ouais t'as raison, voilà, marcher ça fait du sport. On va passer aux questions suivantes, je vois qu'il y a pas mal de questions sur les qualités, les compétences. Et bien justement, c'est maintenant, les compétences, alors t'as retenu trois grandes compétences. Est-ce que tu peux nous les expliquer et nous dire en quoi elles t'aident au quotidien et en quoi c'est primordial d'avoir ces compétences? Tout à fait. La première, c'est la créativité et la curiosité.
Donc c'est pas forcément savoir dessiner, hein. La créativité, c'est vraiment avoir envie de découvrir des choses nouvelles, avoir envie de faire des propositions, de sortir un peu de ce qui est attendu, de la surprise, en fait, provoquer de la surprise chez les gens. Donc ça, c'est la qualité numéro un, être plein d'idées. La qualité numéro 2, c'est la pédagogie. Donc là, c'est, pouvoir être prêt à transmettre son métier à d'autres, à partager, à faire en sorte d'expliquer les choses simplement pour que tout le monde puisse comprendre, puisqu'on a des métiers qui sont parfois difficiles à comprendre pour, d'autres, qui pensent qu'on est juste en train de faire des dessins, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On fait des études, des analyses, donc du coup, essayer d'être, transparent et de transmettre les informations. Donc ça, la pédagogie, très, très important. Et le dernier, forcément, l'esprit d'équipe, puisque je ne travaille pas seule. Il faut avoir envie de partager avec d'autres, de partager les points de vue et d'avoir envie de s'amuser au quotidien, dans une équipe. Donc n'hésitez pas à noter les petites compétences pour votre livret, pour votre livret de stage. Et on reviendra dessus pendant la synthèse ensemble ce matin, en fin de matinée. Donc voilà, prenez note. Euh, donc la créativité, la pédagogie et l'esprit d'équipe, en fait c'est tout ce qu'elle nous a expliqué dans son quotidien. C'est qu'elle travaille pas seule. On a vu les petites photos, elle fait des ateliers avec des petits post-it. Voilà, vive le collège Les Maillettes, vive le collège Pierre Perret dans le chat, bah, vive tous les collèges qui nous suivent. Et on va passer à la suite, c'est les clichés, c'est la dernière petite rubrique. Des clichés que tu veux déconstruire, tu en as mis deux, est-ce que tu peux nous les expliquer? Le cliché numéro un, c'est le design est un milieu bouché. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand j'étais au lycée et que je me lançais dans cette discipline, que les personnes ne connaissent pas trop. On m'a dit: «Oui, mais c'est pas beau il y a pas beaucoup de gens là-dedans, il y a pas beaucoup de métiers, comment tu vas faire pour t'en sortir?» Il y a pas besoin forcément de contact pour commencer puisque j'en suis la preuve, je connais personne et il suffit de bonne volonté, de savoir, se mettre en avant, d'avoir envie de faire des choses et du coup d'être prêt à travailler, parfois beaucoup pour débuter, pour pouvoir se faire un peu repérer et il y a tellement de métiers différents dans le design, vraiment c'est là je vous en présente un, mais ne serait-ce que déjà dans ma petite carrière, j'en ai fait 4 différents, donc c'est vraiment très large et il y a des possibilités qui s'ouvrent à tous quand on essaye de creuser. Ça, c'est le premier cliché. Et le super cliché numéro 2, c'est de toute façon, il faut être hyper doué en dessin. Donc vraiment, j'aurais aimé pouvoir vous apporter mes premiers dessins, mais j'ai pas pu retourner chez mes parents. J'étais nulle, mais d'une nullité, je ne savais pas du tout dessiner. J'avais aucun sens de rien du tout dans le style. Donc le dessin, ça s'apprend. On apprend en faisant, hein. Je dessinais tout le temps à l'école puisqu'on était obligés pour essayer de remonter un peu la barre. Il y en avait qui dessinaient naturellement très bien, mais c'était pas mon cas. Et la deuxième partie, c'est que le dessin, c'est pas, en fait, mon quotidien. C'est une partie importante, d'être, créatif, mais ça ne fait pas tout. Je dessine peut-être, 30 de mon temps et tout le reste du temps, c'est d'essayer de comprendre, d'échanger, de l'écoute active. Donc vraiment, le dessin n'est pas essentiel pour débuter. Voilà, donc d'un côté, bah, c'est pas forcément un milieu bouché, c'est pas parce qu'on n'a pas de contact qu'on peut pas réussir. Lorraine en est la preuve, elle a fait les contacts au fur et à mesure, elle a fait des stages, elle a fait de l'alternance. Et puis de toute façon, il faut être hyper doué en dessin, bah non. Lorraine nous montrera ses dessins une autre fois, ses premiers dessins qui n'étaient pas glorieux apparemment. Mais voilà, donc le dessin, ça fait pas toute la partie de son travail, c'est très léger du coup comme elle l'expliquait. Donc voilà, il faut des compétences particulières dans le codage. Une question qui peut être intéressante, Raphaël. Est-ce qu'il faut s'y connaître en codage? Ça peut être un plus, c'est pas mon cas. Il y a des designers de l'équipe qui ont été développeurs, donc c'est sûr qu'ils ont une autre compréhension des projets, une autre logique. Moi, c'est pas mon cas, je serais curieuse d'apprendre, mais c'est pas obligatoire du coup, dans mon quotidien. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. On a des Lorraine, t'es trop belle, Lorraine, t'es belle. Bon Mmh. bah voilà, je te le dis, vu que Ah, tu vois c'est pas les gentil. questions, je te le dis. Et puis dernière petite slide, on te laisse quelques instants pour donner un petit message, une petite anecdote, des conseils pour ceux qui nous regardent peut-être, un dernier mot sur ton métier, ce que tu veux. Je te laisse libre cours. Des des conseils alors du coup ou un petit message, je dirais, essayer de s'écouter, de creuser ce qui nous intéresse et ne pas avoir peur de tenter des métiers différents. Moi, j'ai fait, 3 ou 4 réorientations différentes avant de trouver le métier dans lequel je suis maintenant et je suis très contente d'être passée par là. Ça m'a donné,
plein de compétences différentes, donc ne pas avoir peur d'essayer, d'aller à la rencontre des gens et puis, on va pas se rendre ridicule donc vraiment, sentez-vous libre de tester des choses, de publier des choses que vous faites sur internet puisque c'est comme ça qu'on peut se faire repérer et puis si un jour vous avez besoin d'un stage ou quoi, essayez de me retrouver sur LinkedIn si vous avez noté mon nom et puis, venez vers moi et je verrai pour vous aider. Me voilà, donc Lorraine, elle vous ouvre les portes si jamais vous êtes intéressé par tous ces métiers digitaux, ben n'hésitez pas. Voilà, si vous avez un projet concret, un stage, une envie, ben voilà, vous pouvez postuler. Il y a des gens ouverts comme ça qui vous proposent des choses. Ben, faudrait en profiter. Voilà, c'est deux opportunités qui commencent. Donc voilà, ben merci beaucoup Lorraine.